Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Je reçois aujourd'hui le professeur Zakaria Boudaha pour décrypter la récente visite du chef de la diplomatie marocaine à Washington. Nasser Bourita s'est entretenu avec son homologue Anthony Blinken dans un premier temps. Et puis il s'est ensuite réuni avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis ainsi que le conseiller spécial du président Biden et coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Cette visite de travail de Nasser Bourita sur les moyens d'approfondir notamment et de diversifier davantage le partenariat stratégique entre Rabat et Washington. Bonjour professeur Aboudaha. Bonjour madame Khadija. Alors Nasser Bourita donc reçu à Washington par Anthony Blinken. Dans quel contexte déjà intervient cette visite de notre chef de la diplomatie aux États-Unis d'Amérique? D'abord le contexte de l'implémentation de la feuille de route qui a été convenue entre les deux parties. À partir de 2011, elle a été formulée ce qu'on appelle le dialogue stratégique. Ouais. Entre les deux parties, acté en 2012 à l'époque du temps de Madame Hillary Clinton, et au-delà, et ainsi de suite, les rendez-vous ont été quasiment annuels, réguliers, pour d'abord resserrer le lien atlantique entre les deux pays et en même temps examiner toutes les problématiques qui s'imposent au niveau régional, au niveau continental, au niveau mondial. Et ceci dit, quand on lit les déclarations faites de part et d'autre, d'abord on peut s'arrêter sur quelques points. Essentiellement, c'est les préparatifs de l'édition African Line. Maintenant, le Maroc est devenu leader en la matière sur le plan africain, exercice militaire conjoint entre les deux parties. Et par ailleurs aussi, ça permet au Maroc de consolider le lien multidirectionnel, les questions économiques, les questions sécuritaires. Rappeler par exemple la question liée aux accords d'Abraham et la centralité moyen-orientale du Maroc, si j'ose dire. Et également, il y a des questions en termes économiques. Et finalement, ce sont des rendez-vous nécessaires pour coordonner les actions des deux pays dans une atmosphère, le moins que l'on puisse dire, et les problématiques est très complexe. Alors, il y a cette déclaration de M. Blinken à l'issue de cette rencontre, enfin en tout cas pendant la rencontre, où le secrétaire d'État a salué le leadership dont le Maroc a fait preuve en travaillant sur la normalisation avec Israël. Donc là, vous avez parlé de cette question-là, mais il y a aussi cette force, comme il l'a décrite d'ailleurs, importante pour la stabilité, la paix, le progrès et la modération, quelque chose que nous apprécions profondément. Donc en langage diplomatique, que pouvons-nous comprendre de cela, d'autant plus que cela émane quand même du chef de la diplomatie américaine? Certainement, les propos de M. Anthony Blinken ne sont pas partis de rien. Il y a d'abord un substratum qui fait que le Maroc, il y a longtemps, et sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté, s'est érigé en puissance régionale incontournable. Ce ne sont pas seulement les Américains qui vont le dire, mais d'autres le diront à leur manière. Mais cette fois-ci, la première puissance globale au niveau mondial qui en témoigne. Cela dit, d'abord, ça conforte le Maroc dans sa démarche de modération, de conciliation, de proaction, à travers des actions qui sont agissantes, sonnantes, je dirais, et trébuchantes. Et c'est la première fois, à ma connaissance, que l'administration américaine qualifie le Maroc de puissance essentielle en Afrique du Nord et évidemment dans la région MENA. Par ailleurs, cela permet, à mon sens, de Maroc de gagner en termes de visibilité, de le conforter, de corroborer ses choix, tels que fait il y a longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, et en même temps, ça augure de nouvelles perspectives qui permettent au Maroc de gagner en confiance et en même temps gagner également énormément de points au niveau de International Ranking, que ce soit sur le plan de l'attractivité des investissements, que ce soit au niveau de la consolidation de statut de puissance stabilisatrice sur l'échiquier euro-méditerranéen, au niveau de l'Atlantique, au niveau continental et au-delà. Alors, vous avez évoqué les accords d'Abraham. Il y a cet article du Jerusalem Post, donc, qui parle de la politique américaine au Moyen-Orient et qui parle surtout, et cela m'a interpellée en préparant cette interview au professeur Aboudaha, c'est comment on y a décrit le Maroc comme un partenaire sans prétention qui pourrait servir de source de certitude pour l'avenir des accords et de la coopération entre ces nations signataires en ces temps incertains. Commentaire sur ce billet paru dans le Jerusalem Post aujourd'hui.
Le Maroc a engrangé une grande expérience en termes de relations bilatérales, multilatérales, en termes de triangulation. Et on le sait, il a été toujours, et là il faut quand même remonter un peu à l'histoire, pour rappeler position courageuse de feu le roi Mohamed V par rapport aux Juifs marocains, par rapport à la sagacité et à l'aspect visionnaire de feu le roi Hassan II, qui dès le départ avait choisi une option de dialogue et de construction d'une paix qui n'était pas du tout facile dans une conjoncture qui était pour le moins maussade et morose. Et il fallait beaucoup de courage sur le plan géopolitique, sur le plan politique, pour lancer un dialogue avant-coureur. Et les années 90, on s'en souvient, il y a eu ce qu'on appelle les accords d'Oslo 1 et 2, et le Maroc, dès 1995, avait normalisé, entre guillemets, ses relations avec Israël, sachant bien que ces relations sur le plan humain et sur le plan culturel étaient toujours fluides. Parce qu'il y a eu, en moyenne, les statistiques le prouvent, 70 000 visiteurs de confession juive, que ce soit ayant des racines avec le Maroc ou d'autres. Et par ailleurs, à partir de cette année 95, du moins jusqu'à 2000, puisqu'on sait, à l'occasion de la seconde intifada, il y a eu une période un peu de mise en parenthèse. Et aujourd'hui, nous avons épousé le rendez-vous de l'histoire, car cet appel de décembre 2020 a sonné comme un impetus, comme on dit, un accélérateur, une sorte de catalyseur, je l'espère, d'une nouvelle ère qui ne sera pas du tout facile, puisqu'on le sait, le contexte au Moyen-Orient est extrêmement difficile, délicat, en raison de la pluralité des acteurs et cette problématique du conflit israélo-palestinien. Mais le Maroc s'inscrit, je le crois, au cœur d'un processus. C'est-à-dire que la politique américaine aussi au Moyen-Orient, elle a été un peu décrite un peu comme inconstante, professeur Abou-Derab, et cela n'est pas sans conséquences, et notamment dans ce conflit. Alors, l'auteur de cet article a comparé le Maroc à la clé du renforcement des accords d'Abraham. Comment cela, selon vous ? Je crois d'abord que le Maroc incarne l'exemple d'un pays de tolérance. Et même sur le plan interne, vous savez, ces instances que Sa Majesté avait créées et qui représentent les Marocains de confession juive, et en plus également des connexions aériennes et toutes les questions, je l'ai dit tout à l'heure, humanitaires, culturelles, humaines, démographiques, etc. Propulse le Maroc pour d'abord sortir des sentiers battus et développer une approche un peu plus proactive. Car au final, c'est vrai, le Maroc tout seul ne peut pas tout faire. Il fait partie de l'OCI, entre autres l'Organisation de coopération islamique, de la Ligue arabe. On le sait, avec des forums de dialogue, etc. Mais il a développé de très très bonnes relations avec beaucoup de partenaires qui pèsent sur l'échiquier moyen-oriental, que ce soit les États-Unis, que ce soit même la Russie, que ce soit avec la Chine, avec l'Union européenne et ses pays membres. Donc, ce qui fait que c'est une centralité qui est confirmée, en même temps attestée par le statut exceptionnel de Sa Majesté en tant que président du comité Al-Quds, sans parler évidemment de toute l'action au niveau de l'agence Beit Mal Al-Quds, qui a financé pas mal de projets concrets, plus l'action du Maroc pour déverrouiller, vous savez, les points de passage. Donc, ce qui fait que les propos de l'auteur ne sont pas partis ex nihilo, comme on dit, il y a de la substance, il y a de la matière. Alors, parlons à présent de la coopération militaire. Cet exercice African Lion, notons qu'il prendra place donc du 15 mai au 18 juillet au Maroc, au Djibouti, au Ghana, au Sénégal et en Tunisie, n'est-ce pas ? Alors, parlons de ce partenariat militaire. Il a failli tomber à l'eau à cause notamment d'un sénateur qui jouait un peu qui faisait du lobbying tout simplement, pour empêcher que le Maroc soit hôte de l'exercice militaire annuel African Lion. Bon, il n'y est pas arrivé bien naturellement. Comment cette coopération militaire transcende-t-elle même, j'ai envie de dire, quelques clivages politiques? Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, Madame Khadija. D'abord, je pars de certains éléments substantiels. Le Maroc ayant acquis avec mérite le statut exceptionnel d'allié majeur hors OTAN
en 2004, on s'en souvient, et cela était venu 2 années après le lancement des négociations qui ont abouti en 2004. D'ailleurs, c'était la même année un accord de libre-échange sous l'impulsion de Sa Majesté et le président Bush fils. Et en même temps, au-delà, il y a eu pas mal d'actions, le Millennium Challenge Account, etc. Donc, le lancement de l'African Lion est la conséquence précisément de l'octroi au Maroc de ce statut. Et de manière conjuguée ou combinée, on peut également parler du dialogue méditerranéen de l'OTAN, dont le Maroc est membre depuis 1994. Il a été lancé, je le rappelle, en 1994 à Istanbul. Et le Maroc avait participé à des opérations de simulation avec l'OTAN, comme l'opération, je pense, Endeavour, qui date de 2006. Maintenant, parfois, la conjoncture, vous l'avez dit, les États-Unis, c'est un pays où le lobbying a ses lettres de noblesse, on le sait, et parfois, en raison d'affinités politiques qui ne sont pas nécessairement adossées à la vision du Maroc, certains congressmen ou certains politiques états-uniens partent, je crois, de fausses informations ou d'informations erronées sur la réalité sur le terrain du Maroc. S'il le fait, le Maroc, ce n'est pas juste pour mener des exercices conjoints, mais pour participer à la stabilisation de la région sahélo-saharienne, en particulier, puisqu'on le sait, il y a des périls qui guettent cette région. Et donc, cette projection, précisément, je crois, elle est bénéfique non seulement pour les États-Unis ou pour le Maroc, mais également à tous les pays participants. Alors, une petite question qui vient de me revenir sur justement la visite de Nasser Bouletta à Washington. Il y a des questions régionales qui ont été évoquées, notamment les élections en Libye et la situation au Sahel. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne la situation en Libye, est-ce qu'aujourd'hui, il y reste quelque chose à faire sur le niveau régional? On connaît l'appétit de plusieurs puissances étrangères sur ce pays en particulier. Comment les États-Unis se positionnent-ils par rapport à cette question? Et est-ce qu'ils vont dans le sens de la solution qui a été proposée par le Maroc? Vous avez mis le doigt sur une question qui est très complexe, il faut le dire. Depuis février pratiquement 2011, avec ce qu'on appelle les soulèvements en Libye, jusqu'à aujourd'hui, la communauté internationale n'est pas parvenue à stabiliser ce pays, qui, pour résumer rapidement, géopolitiquement est divisé en 3 grandes parties. On le sait, il y a la Cyrénaïque, qui pratiquement occupe la moitié du pays. Il y a la Tripolitaine, qui est en fait l'appellation ancienne de la Libye. Et on a ce qu'on appelle Fzen. Et vous voyez déjà, sur le plan interne, la configuration, elle est compliquée. Et chaque région est contrôlée plus ou moins par des partis. Le Haftar, gouvernement de transition, etc. Et puis les autres, vous avez parfois des tendances qui sont extrémistes, et Daesh, et j'en passe. Par ailleurs, un autre élément de la complexité, ce sont les acteurs extérieurs. Vous avez 2 tendances majeures. Il y en a ceux qui soutiennent, si vous voulez, le Haftar et, on va dire, la trajectoire dans laquelle il s'est inscrit, sachant bien que M. Haftar était le bras droit de M. Kadhafi et qu'il a séjourné rapidement en RDC, République démocratique du Congo. Il est parti aux États-Unis, il est revenu, appuyé par des pays comme les Émirats arabes unis, comme l'Égypte, etc. Et la vulgate islamiste, entre guillemets, est plus soutenue par des pays comme la Turquie, comme le Qatar, jadis peut-être. Et donc, ce qui fait que c'est un pays qui est exposé à la merci d'acteurs étrangers, avec des tiraillements qui n'aident pas à stabiliser le pays. Je dois rappeler quand même que Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, je m'en souviens, peut-être en décembre dernier, avait nommé Sénégalais comme étant son émissaire spécial pour au moins contribuer d'abord à appliquer l'accord de Skhirat. Le Maroc y a joué un rôle très important et à préparer les élections. Mais pour cela, il faut 2 choses essentielles. Il faut d'abord un cadre constitutionnel, parce qu'il n'y a pas véritablement de constitution en Libye, qui fait le consensus. Et deuxièmement, Madame Khadija, chose essentielle, c'est ce qu'on appelle le code électoral, qui va faire le consensus. Vous le savez, sociologiquement parlant, la Libye est un pays qui est tribal. Et vous voyez, la donne interne agit sur les éléments constitutifs d'une sortie de la crise qui, encore une fois, sur le court terme, n'est pas claire. Mais je crois que le Maroc, peut-être avec les États-Unis, mais d'autres acteurs, pourront contribuer à stabiliser ce pays. Alors, cette donne interne aussi et cette déstabilisation de la Libye déstabilise toute la région, notamment sahélo-saharienne, de par les armes qui transitent de la Syrie vers cette région, alimentant divers groupes extrémistes notamment, mais aussi d'autres groupes
séparatistes. Alors, c'est d'actualité, cela date du 16 mars, donc la semaine dernière. Un sénateur, Dan Sullivan, devant la commission des forces armées du Sénat américain, a appelé à transférer le siège de l'Africom de l'Allemagne vers l'Afrique, donc plus précisément le Maroc, parce que selon Dan Sullivan, eh bien, le Maroc serait un excellent candidat. Avant de parler des raisons de ce changement de cap des sénateurs et du Congrès américain, parlons, si vous le permettez d'abord, de l'Africom. Que fait l'Africom? Quel est le rôle de l'Africom, de cette présence militaire américaine en Allemagne? Alors, si ma mémoire est bonne, c'est un commandement américain en Afrique, commandement américain en Afrique. Et il a été créé, en fait, consécutivement aux événements tragiques du 11 septembre 2001, où, du point de vue de la doctrine stratégique américaine, il y avait des points de vue exprimés, entre autres, par un Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État du temps de M. Nixon, que l'objectif des États-Unis désormais, c'est d'abord traiter le terrorisme comme étant un élément global structurant et en même temps attaquer ce qu'on appelle les périls transnationaux, qui appellent une approche qui est plus proactive et plus mondiale et interconnectée. Et en troisième lieu, cette idée de déraciner les terreaux du terrorisme précisément, approche évidemment qui est très ambitieuse et que seuls les États-Unis ne peuvent pas le faire que s'ils adoptaient une approche en termes de proximité. Donc à Stuttgart, c'était d'abord le lieu de la domiciliation de ce commandement. Je ne sais pas, peut-être il y avait 5000 éléments américains. Et à un moment donné, vous savez, pratiquement vers 2003, 2004, l'idée de l'implanter dans un pays maghrébin avait germé. Et ces pays étaient un peu réticents au départ, parce qu'à l'époque, bon, on va dire que quelque part, il y avait une sorte de coordination ad minima. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Les temps ont beaucoup changé. Et le Maroc a conclu un accord de coopération militaire avec les États-Unis 2020-2030. Et véritablement, peut-être nous reviendrons à la discussion sur d'autres éléments opérationnels de cette coopération. Aujourd'hui, si des sénateurs américains proposent cela, moi je le crois, sur la base des résultats tangibles qui ont été engrangés à la suite des réussites des éditions précédentes et en raison également, je le sais, de la centralité du Maroc et de sa place comme étant une plateforme incontournable sur le plan régional et continental. Donc potentiellement, ce serait une approche stratégiquement très utile. Ça permettrait, le cas échéant, de mieux instituer le processus et en même temps permettre au Maroc d'apprendre énormément en termes d'expertise militaire et de développer de façon considérable sa force, on va dire, de dissuasion. C'est une force, mais le Maroc est aujourd'hui dans un carrefour géographique où il y a plusieurs menaces, notamment, vous l'avez évoqué, ce fléau du terrorisme. Alors, il y a eu cette visite aussi, il y a moins d'un mois, du chef d'état-major des armées américaines. Donc, c'est une première en Afrique, une visite inédite. Comment ce genre de visite peut-il réellement, concrètement, sur le terrain, booster le partenariat sécuritaire et de défense entre le Maroc et les États-Unis? D'abord, c'est une caution et de quelle partie elle émane de la plus grande, si j'ose m'exprimer ainsi, autorité en charge de la défense aux États-Unis, évidemment sous la houlette de Monsieur le Président. Et en même temps, c'est une visite qui est inédite. Mais moi, je crois, à mon sens, que la grille de lecture de telle visite, c'est de placer ou replacer le débat dans un cadre global. On le sait, M. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, avait effectué des tournées africaines, je dis bien des tournées au pluriel, puisque donc la dernière, je crois, s'est finie au Mali. Et il devait, il me semble, visiter aussi le Maroc. Et donc c'est un jeu aussi d'influence, il me semble, et de positionnement. Ça permet, encore une fois, de rappeler que le Maroc fait partie d'une alliance. En fait, c'est allié majeur, hors OTAN. C'est comme s'il faisait partie de l'OTAN. Mais tout simplement parce que nous, on ne fait pas partie de l'OTAN, et donc nous ne sommes pas concernés, entre autres, par l'article 5 sur la défense commune. Cela permet au Maroc
de sortir de ce cadre certes institutionnel et de créer une sorte d'OTAN à la carte. Et donc un responsable militaire de haut rang, quand il rend visite au Maroc, cela, je crois, rappelle la nécessité de prendre en considération de façon stratégique ces facteurs de développement et d'évolution des relations, je dirais, transatlantiques entre le Maroc et les États-Unis. Un dernier mot sur le volet économique de ce partenariat, et notamment avec cet accord de libre-échange signé en 2006 entre le Maroc et les États-Unis, une première en Afrique, qui est déjà... Oui. Je ne pense pas qu'il y ait un autre pays africain qui ait signé un tel accord avec les États-Unis. Et d'ailleurs, lors du Leaders Summit, Africa-US Leaders Summit, qui s'est tenu à Washington en décembre dernier, le chef du gouvernement a rencontré la représentante américaine au commerce. Il est question de booster ce partenariat économique à travers cet accord de libre-échange. Oui, mais comment? Parce que là, on approche les 20 ans de l'accord. Mais est-ce que déjà, sur la base du droit international, est-ce qu'il faut peut-être revoir certaines clauses de cet accord de libre-échange? Au départ, en 2002, lorsque les négociations ont été lancées, en avril, et c'était à l'époque M. Fassil Fehri, négociateur exclusif, et à l'époque, je pense, si c'était Mickey Cantor ou un autre négociateur en chef de la part des États-Unis, beaucoup de personnes étaient sceptiques. Ils se disaient, mais c'est pas possible, on ne peut pas rivaliser avec la première puissance économique du globe. Mais on s'était dit qu'au final, cet accord, on doit également prendre en considération, on va dire, ces multiples externalités positives, comme le disent les économistes, pas seulement au niveau géoéconomique, mais également au niveau géopolitique et au-delà. C'est une manière aussi d'apprendre le sens des affaires aux États-Unis, car pour accéder à ce marché, entre autres choses, il faut respecter les normes des Food and Drug Administration et les normes sanitaires, phytosanitaires. Beaucoup d'experts ont analysé la question, vous savez, Madame Khadija, préjudicielle. Est-ce que le problème est dans l'accord lui-même, soit avec les États-Unis, la Turquie, avec les Émirats arabes unis, ou bien le problème c'est dans notre logistique et la capacité de projection. Ce qui fait qu'il y a des problèmes de transport, logistique, d'apprentissage. Je crois qu'il est là, quand bien même la balance commerciale est déficitaire, mais il faut encourager les opérateurs économiques marocains à mieux apprendre de ce marché-là pour augmenter leur part dans un marché qui est considérable de presque 300 millions de consommateurs. Absolument. Et on peut jouer sur beaucoup de combinaisons pour gagner ensemble. Il y a effectivement le rôle aussi du secteur privé pour redynamiser cet accord de libre-échange. Merci beaucoup, professeur Zakaria Bouda. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.